Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL sala mumbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turo yo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Bonjour tout le monde, il est 14h45, nous émettons à partir de Dallas. Vous nous suivez sur Congo Promo TV et c'est dans le cadre de votre magazine Congo Politique qui est animé par votre frère Blanchard Kassongo. Donc c'est parti pour ce nouveau numéro. Commençons ce magazine avec une bonne nouvelle. Comme vous le savez, à l'est de notre pays, le virus Ebola a tellement sévi pendant un long moment et on a même atteint les caps de 2000 morts. Et aujourd'hui, ou sinon au courant de cette semaine, nous avons appris une très bonne nouvelle, que nous avons maintenant atteint les caps aussi des 1000 guéris. Donc les personnes qui étaient contaminées, mais là elles sont toutes guéries. Et aussi les cas de contamination, ou sinon le nombre de contaminations est passé de 20 cas à 1 cas par jour. Ça, nous sommes au Nord Kivu. Et aussi au niveau du Sud Kivu, ça va faire 1 mois maintenant que nous n'avons aucun cas suspect. Donc c'est grâce à l'expertise du docteur Muyembe, un digne fils du pays, qui a mis tout son savoir, toute sa connaissance au profit de la nation. Donc d'abord avec ses recherches personnelles, il a eu à découvrir ses produits ou sinon ses médicaments MAP 114. Et aussi, depuis qu'il a été à la tête du comité de riposte à Ebola, donc nous avons eu à réaliser tous ces progrès. Donc nous remercions en tout cas notre frère, le docteur Muyembe, pour son travail qu'il est en train d'abattre. Et aussi, nous remercions le chef de l'État et tous les gouvernements pour tous les moyens alloués, pour tous les moyens mis à la disposition de l'équipe de riposte pour que nous puissions arriver à atteindre ces résultats. Et aussi, nous remercions nos partenaires internationaux. Donc là, je cite l'OMS et aussi les Médecins sans frontières. Merci aussi, je crois, aux médias, en tout cas à toutes les personnalités qui se sont mobilisées pour sensibiliser la population pour que nous puissions, si pas mettre fin, éradiquer ces fléaux qui étaient en train de sévir dans notre partie est de la République. Donc, merci à tout le monde pour les efforts, pour tous ces progrès. Alors, parlons, avant de commencer, parce que notre vif du sujet, on parlera sur la gratuité de l'enseignement. Mais bien avant ça, on est en Grèce, c'est à Athènes où hier, les directeurs du chef de l'État, les directeurs du cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe, a eu à soutenir sa thèse de doctorat
parce que comme vous le savez, c'est un ancien de l'UNIKIM. Il était dans la faculté de l'économie et là, il devrait aller donc soutenir sa thèse de doctorat. Mais ça finit par des frustrations parce qu'on lui a refusé l'octroi des diplômes. Donc, il a bien fait son travail, comme l'avaient souligné les membres du jury. Tout était OK, mais sauf qu'ils ont eu à épingler, ces membres du jury, quelques irrégularités ou sinon quelques petites erreurs. Et donc on l'a appelé à les rectifier, à les corriger ces erreurs et revenir l'année prochaine au mois de juin pour soutenir encore de nouveau sa thèse. Et cette fois-là, nous croirons qu'il va obtenir son diplôme de doctorat. Donc, déjà nos félicitations et aussi courage à l'honorable Vital Kamerhe, qui est en train aussi de traverser des moments, nous disons, un peu sombres de sa carrière politique, avec cette affaire de 15 millions de dollars qui pèse encore sur lui, qui est loin en tout cas d'être fini, parce que les gens ne décolèrent pas à cause de ces 15 millions. Déjà, le CLC a déjà lancé des croisades anti-corruption et je crois le 19 octobre, il y aura une grande marche et ça sera peut-être une marche de protestation de dire non à la corruption. Et quand on parle de cette affaire de 15 millions, en tout cas, la personne qu'on voit, c'est bien, entre guillemets, le directeur du cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe. Donc après cette affaire de 15 millions, encore assez ratée d'hier au niveau de Grèce pour le non-octroi de son diplôme de doctorat, nous croyons qu'il sera à mesure de retrouver tous ces états, qu'il sera vraiment à niveau, parce que c'est vraiment un animal politique et nous croyons qu'il est en train de traverser des moments durs. Espérons qu'il va retrouver les niveaux. Donc courage, honorable Vital Kamerhe, et déjà félicitations pour ce que tu as fait. Alors restons toujours en dehors de nos frontières. Nous sommes cette fois-là en Italie, au Vatican, où on a assisté aujourd'hui à la création des 14 cardinaux. Parce que, comme vous savez, avec l'église romaine, ils créent comme ça les cardinaux. Et parmi les 14, il y avait aussi l'un des nôtres, les jadis Monseigneur ou sinon archevêque Fridolin Ambongo, qui a été créé aujourd'hui cardinal par le pape François. Donc rappelons qu'il est le 4e cardinal dans l'histoire de notre pays, après le cardinal Joseph Malula, Frédéric Echaou, son éminence Laurent Mosengo Passigna, et cette fois-ci nous avons le cardinal Fridolin Ambongo Bessoungou. Alors, il était d'abord évêque de Bokungu Ikela dans l'Équateur. Après, il est passé en archevêque de Bikoro Mbandaka. Nous sommes toujours en Équateur. Il était devenu l'archevêque coadjuteur dans la ville-province de Kinshasa. Et cette fois-là, il est créé cardinal. Donc, toutes nos félicitations au nouveau cardinal, au nouveau patron de l'Église catholique. Nous croyons qu'avec son savoir-faire, avec son dynamisme, avec toute l'énergie qu'il a toujours eu, parce qu'il faut aussi le signaler, durant ces dernières années, il a vraiment été au front quand il s'agissait de l'alternance. Donc, il a eu à participer à plein disons, des dialogues, des concertations, tout ce qu'il y avait. Et il a fait un bon travail. Il était vraiment au front, il était radical. Et nous pensons qu'en étant le patron de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, à part l'aspect évangélique, elle a aussi un œil regardant sur la politique. Donc nous pensons qu'il va vraiment imprimer sa marque pour la bonne marche de notre pays, accompagner les institutions, rester toujours, pas au milieu du village, mais rester du côté de la vérité et dire que la vérité pour le bien-être du peuple congolais. Donc félicitations à ce digne fils du pays qui est aussi repris comme expert dans les cadres de, comme vous savez, Vatican c'est aussi un pays, alors c'est aussi comme un État. Le nouveau cardinal Fridolin Ambongo est retenu comme expert dans la crise de la forêt d'Amazonie. Donc nous lui souhaitons en tout cas, s'il faut le dire, plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Et aussi nous croyons qu'il va conduire le peuple de Dieu au bon port. Alors toujours dans ce cadre de création des cardinals Ambongo, on signale, ou sinon on a remarqué la présence de beaucoup de personnalités de notre pays,
en commençant par le numéro 1 d'entre nous, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a rehaussé lui aussi de sa présence, accompagné de son épouse. Il y a eu aussi les directeurs du cabinet et aussi la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, le vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga. Il y a eu, je crois, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il y a eu beaucoup de ministres qui ont aussi participé et aussi d'autres personnalités, entre autres Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et aussi Adolphe Mouzitou. En tout cas, personne ne voulait rater l'occasion parce que vous savez, chez nous, tout est politisé. Hein? Alors, si donc ne pas participer à ces assises, en tout cas, ça allait être manqué à un grand événement. Donc, tout le monde a précipité, tout le monde a voulu prendre part à cet événement pour ainsi marquer sa présence. Donc, nous pensons que le cardinal Ambongo va rester, comme nous disons, juste du côté de la vérité, ne pas avoir de position de penchant et pour que voilà qu'il reste neutre les plus impartial possible. Donc ça c'est dans le cadre de la création du cardinal, du nouveau cardinal Fridolin Ambongo, qui va faire sa première messe en tant que cardinal le 17 novembre à Kinshasa au stade des Martyrs. Restons toujours en dehors de nos frontières. Donc comme nous parlions de la présence du chef de l'État en Italie, comme vous savez, ça va faire maintenant, je crois, 3 semaines que le président séjourne en dehors du pays. Il était d'abord en Belgique, il était ici aux États-Unis d'Amérique, et là, il est signalé en Italie. Donc ça va faire comme ça 3 semaines, et espérons qu'il va rentrer, je crois, demain déjà il rentre, parce qu'il est aussi attendu déjà, c'est 8 octobre, ça sera le mardi, il sera comme ça au Sud Kivu, pour inaugurer un laboratoire de transformation des produits agricoles, de l'ITTA. Donc c'est un grand centre, un deuxième plus grand centre d'Afrique de transformation des produits agricoles. Donc le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu là-bas pour son inauguration. Et aussi, on signale la présence de l'ancien président Joseph Kabila, lui aussi, il sera aussi Kivu pour prendre part à ces assises. Et pas seulement lui, il y a aussi le président rwandais Paul Kagame qui est aussi l'invité de marque de ces assises. Donc, il y aura beaucoup de personnalités aussi. Et je crois que c'est une bonne chose, surtout pour la République démocratique du Congo, qui veut relancer son secteur agricole. Donc avoir déjà ces grands laboratoires installés chez nous au pays. Donc on n'aura pas un problème de semences. Et je crois que le secteur agricole sera vraiment boosté pour que nous puissions enfin combattre la famine. Donc ça c'était d'abord juste l'introduction avant d'aller dans le vif de notre sujet. Alors aujourd'hui on devrait parler sur la gratuité de l'enseignement primaire. Comme vous le savez, c'est une question qui taraude les esprits. Donc ça va faire un bon bout de temps que voilà, c'est sur toutes les lèvres on parle de la gratuité de l'enseignement. Est-ce c'est l'enseignement qui est gratuit ou bien les enseignants qui enseignent gratuitement? C'est ça la grande question et on cherche à comprendre pourquoi cette question divise tant. Alors nous savons bien que c'est un droit constitutionnel, donc le législateur l'a prévu comme ça, que tous les enfants à l'âge d'aller à l'école, en tout cas doivent avoir cette possibilité d'y aller. Donc déjà dans notre pays actuellement, nous avons pratiquement 25 millions d'enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école et ces enfants doivent être scolarisés. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté lors du régime passé? Tous ces enfants n'allaient pas à l'école, souvent faute de moyens. Donc, nous avons ce qu'on a toujours appelé les chégués, les enfants de la rue. Ces enfants étaient qualifiés ainsi parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Donc, il n'y avait pas de moyens, les parents n'avaient pas assez de ressources pour scolariser les enfants. Ou soit les enfants étaient des orphelins, il n'y avait personne pour les envoyer à l'école. Et je crois que cette mesure, bien que ce soit constitutionnel, mais qui vient d'être matérialisée par la volonté politique du chef de l'État, est totalement salutaire et nous devons tous sauter dessus pour que nous puissions arriver à la concrétisation, sinon à l'intégralité, à l'effectivité
de cette gratuité de l'enseignement. Cette question n'est pas seulement politique, mais elle est plutôt de l'ordre social, parce que ça va de l'avenir, de notre avenir, de notre futur. Parce que nos enfants, ce sont eux qui seront les ministres de demain, ce sont eux qui seront les médecins de demain, ce sont eux qui seront les avocats de demain, ils seront les magistrats de demain, ce sont eux qui seront les ingénieurs. Alors c'est maintenant qu'il faut penser aux générations futures. Si nous voulons vraiment reconstruire notre pays, nous devons commencer par jeter des bases. Donc il faut commencer à réformer notre système éducatif, donner la chance à tous les enfants qui puissent aller à l'école. Parce que s'il n'y a pas assez de moyens, les enfants n'iront pas à l'école. Et si les enfants ne vont pas à l'école, c'est notre avenir qui est mis à mal. C'est la génération future qui est mise à mal. Alors cette question, au courant de cette semaine, ou sinon au début de l'année scolaire, il y a eu des grondes et des grèves un peu partout au niveau du territoire national. Ça a commencé à Bukavu, c'était aussi à Kinshasa et dans d'autres coins du pays, où les enseignants montent au créneau pour dénoncer les non-paiements de leurs salaires. Alors ils étaient pris en charge par les parents, mais cette fois-là, c'est l'État qui a repris ses responsabilités, donc celle de prendre en charge les enseignants. Alors cette question, elle est tellement complexe que ça nécessite vraiment une analyse froide pour trouver des solutions, comment parvenir à l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement. Donc là déjà, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, le gouvernement avait déjà débloqué 41 milliards de francs congolais, soit 25 millions de dollars environ, pour la paye du mois de septembre. Donc nous appelons les uns et les autres à mettre un peu de l'eau dans leur vin, parce que ici c'est une question de non-recul. Donc cette initiative qui a déjà été lancée par le président de la République, nous devons nous en approprier pour que ça reste vrai, que ça reste réel, que ça ne soit pas une question utopique. Donc je crois que tout le monde en tout cas doit se mobiliser pour cette question, les mouvements citoyens, donc la société civile, même les confessions religieuses, ils doivent en tout cas voir comment soutenir le gouvernement, mettre la pression s'il faut, pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, ainsi voilà, payer les enseignants. Parce que quand on dit la gratuité de l'enseignement, les enseignants ne viennent pas enseigner gratuitement, ils doivent être rémunérés, alors il faudra des moyens. Donc cette gratuité de l'enseignement coûterait déjà à l'État pratiquement 2,5 milliards de dollars chaque année. Vous voyez que c'est une grosse somme d'argent, c'est un gros montant, et il faudrait à tout prix mobiliser les moyens. Donc c'est pourquoi on a titré la Banque mondiale qui nous vient en aide. Donc il promet, ou sinon elle promet, elle va donner 1 milliard de dollars l'année prochaine pour soutenir cette gratuité de l'enseignement. Donc je pense qu'on est déjà dans les bons, parce que le début a toujours été difficile, hein, dans beaucoup de domaines. Les débuts, souvent on tâtonne, on hésite, mais je pense que si on met un peu la volonté, pas seulement les gouvernants, même les gouvernés aussi, même les enseignants, même les syndicats, tout le monde, si nous avons vraiment la volonté, nous allons parvenir à la concrétisation de ces rêves, qui est la gratuité de l'enseignement. Donc avec les moyens que la Banque mondiale va allouer, et aussi c'est prévu par notre budget qui est de l'ordre de 7 milliards déjà. Donc le montant aussi que le gouvernement aura à louer pour ces mêmes besoins, je pense que nous serons à mesure de payer les enseignants, d'équiper nos écoles, de mettre les enseignants à de très bonnes conditions, leur fournir des matériels didactiques, leur donner voilà, tous les équipements qu'il faut pour que l'enseignement soit aussi un enseignement de qualité. Parce qu'il ne suffit pas seulement que l'enseignement soit gratuit, mais nous devons aussi savoir qu'est-ce que nos enfants vont apprendre. Donc, c'est quoi les contenus de l'enseignement. Donc, il faut que ce soit un enseignement de qualité. Il faut que voilà, les enseignants soient aussi mis à jour, donc avoir des nouveaux matériels, des livres pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc, cette question
il ne faut pas vraiment la politiser parce qu'il y a des gens, il y a de ceux qui ne jouent que sur l'échec de cette gratuité de l'enseignement. Cette affaire n'est pas seulement l'affaire du président de la République, qui du reste n'a pas d'enfants au niveau de l'école primaire. Donc cette affaire n'est pas seulement une affaire des politiciens dont la plupart des enfants étudient à l'étranger ou sinon dans les écoles publiques. Donc cette question de l'enseignement gratuit, c'est d'abord nous, la population. Donc il ne faut pas chercher à mettre des embûches, chercher à empêcher à ce que ça puisse réussir. Donc, nous devons tous travailler de telle sorte que les gouvernants, les gouvernements ou sinon les ministres puissent mettre des moyens, puissent toujours allouer, débloquer un fonds pour que cette gratuité de l'enseignement soit réelle et effective chaque mois et chaque année. Donc évitons de politiser la question. Nous devons en tout cas voir les soucis de ces pays. Nous devons avoir les soucis de des générations futures parce que nous, on est presque de la génération, disons, ratée, sacrifiée, mais nous devons au moins penser à nos enfants qui demain doivent nous remplacer et qui demain doivent assumer certaines responsabilités. Alors nous devons les préparer dès aujourd'hui. Comme disait Nelson Mandela, si vous voulez détruire une nation, il ne suffit pas de lui faire la guerre, juste détruisez son éducation, détruisez l'enseignement, c'est fini. Vous avez détruit toute la génération future. Donc, nous voulons que ça soit une réussite. Et pour ça nécessite en tout cas des réformes. Ça demande beaucoup de réformes parce que, comme je disais tantôt, c'est une question tellement complexe. Ça demande beaucoup parce que j'ai des éléments ici. Donc, nous avons pratiquement une affaire de 140 269 enseignants. Donc, vous voyez, c'est vraiment un grand nombre. Et aussi, nous avons on a combien d'écoles qui doivent bénéficier des établissements publics, qui doivent bénéficier de cette gratuité de l'enseignement. Donc, on a comme ça, d'abord, on a au moins 132 614 enseignants, je voyais ici, et on a pas moins de 51 574 écoles. Donc, vous voyez que ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup d'efforts, il faut en tout cas un grand travail. Alors, c'est pourquoi je disais, cela ne peut être possible que par des réformes. Il faut faire des réformes, surtout au niveau économique, au niveau financier, chercher à agrandir l'assiette fiscale, donc avoir assez de ressources, avoir assez de moyens pour que cette gratuité de l'enseignement soit effective et aussi réelle. Donc il faut penser comment bloquer le coulage des recettes, il faut penser comment mobiliser les fonds, même au niveau des marchés publics, tout ce que les gens des services publics collectent chaque jour dans nos marchés publics. Voilà, tous ces moyens, on peut les canaliser jusqu'au trésor public pour que ça puisse servir à de tels besoins. C'est une question vitale. On ne doit pas seulement compter sur l'appui des multinationales. On ne doit pas seulement compter sur l'appui des institutions de Bretton Woods. On ne peut pas seulement compter sur l'appui extérieur. Donc nous aussi, nous devons mobiliser à l'interne pour que nous puissions répondre à nos besoins vitaux. Donc je pense que si on met du sérieux, s'il y a vraiment de la volonté, je pense qu'on va réussir cette gratuité de l'enseignement. Ça sera intégral, ça sera effectif. Donc déjà, on a appris qu'il y a un projet de budget ou sinon des projections de budget à l'ordre de 7 milliards de dollars. Et si ça sera maintenu, donc on aura un budget pour l'exercice 2020 de 7 milliards de dollars. Et l'enseignement primaire, pour sa gratuité, ça nécessite au moins 2,5 milliards de dollars. Donc je pense que s'il y a la volonté, on sera vraiment à mesure d'allouer toujours les moyens, de mettre toujours les moyens à temps pour payer les enseignants, pour équiper les écoles, pour que nos enfants aillent à l'école. Donc ce sont là des questions où les gens doivent s'asseoir autour d'une table, au lieu de ne gérer que sur l'échec, au lieu de chercher à saboter cette initiative combien louable, combien salutaire pour notre pays. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait des tables rondes. Il faut qu'il y ait encore des états généraux. Je crois que les gouvernements avec les établissements scolaires doivent s'asseoir autour d'une table
essayer un peu de voir comment harmoniser les vues, comment trouver des solutions pour que voilà, chacun soit devant ses responsabilités. Donc les enseignants, on apprend déjà qu'ils seront payés $245 par enseignant. Donc c'est un progrès, bien que ce ne soit pas beaucoup, mais c'est déjà un pas. Donc l'année passée ici, je croyais les enseignants des écoles publiques n'étaient pas payés cette somme. Je crois que c'était, je ne sais pas moi, $100 ou quoi. Mais cette fois-ci, ils passent à $245. Nous savons tous que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un pas. Et je pense que dans un an ou dans 2 ans, 3 ans peut-être, les choses vont s'améliorer. Donc, nous ne demandons pas aux gens de serrer la ceinture, mais nous pensons seulement que c'est une question vitale. Ça demande en tout cas le consentement de tout le monde, ça demande le sacrifice de tout le monde, donc pas seulement les enseignants, même les dirigeants, même les députés, même les ministres. Voilà, ils peuvent dire que voilà, par rapport à ce que nous gagnons, et comme cette question est vitale, cette question est vraiment cruciale pour notre avenir, bon, nous pensons que au lieu de nous payer autant, au lieu de mettre autant pour le fonctionnement de nos ministères ou ce que sais-je, voilà, nous pensons qu'il faut aussi peut-être soutirer un tel montant et louer ça pour la gratuité ou sinon pour la paye des enseignants. Ça sera une bonne chose. Ça sera en tout cas une très bonne chose pour tout le monde. Si nous aimons vraiment les pays, si nous voulons vraiment que voilà, nos enfants soient aussi des hommes responsables demain, nous devons penser à les aider. Et ça demande l'appui ou sinon la contribution de tout le monde, pas seulement des chefs de l'État ou pas seulement des membres des CACH ou des FCC. Donc ça, c'est une affaire de tout le monde, ça concerne tout le monde. J'en appelle comme ça au mouvement citoyen, la Lucha, les Filimbi, les collectifs 2007, tous ces mouvements citoyens. Je demande même à la société civile de soutenir cette initiative, pas en mettant des embûches, pas en jurant que c'est l'échec de cette gratuité, mais peut-être mettre la pression, faire des marches, pourquoi pas, mobiliser des gens, que les gens descendent de la rue pour que l'État soit placé devant ses responsabilités, pour qu'il puisse honorer ses engagements. Parce que l'État, c'est lui qui reste le rémunérateur, c'est lui qui doit en tout cas allouer les moyens pour que les institutions du pays ou sinon les établissements du pays fonctionnent. Donc c'était ça un peu notre analyse par rapport à la question. Et aussi il y a des gens qui cherchent à dramatiser ou sinon à stigmatiser, parce qu'il faut le dire, dans des écoles publiques, la base sera la même pour tous les établissements, mais il y a toujours un accent. Donc quand tu vas dans des écoles privées, je ne pense pas que tu auras la même qualité qu'il y a au niveau des établissements publics. Donc c'est partout comme ça, sous d'autres cieux, même ici aux États-Unis, même en Europe. Donc si tu veux que ton enfant puisse bénéficier d'une éducation extraordinaire, eh bien, il faudra mettre la main dans la poche. Donc si tu veux que voilà, ça soit à un niveau standard pour tout le monde, voilà, les enfants vont aller aux écoles publiques. Mais si tu penses que non, pour ton enfant, tu voudras que voilà, qu'il soit un peu mis dans des conditions assez spéciales, alors il faut penser peut-être aux écoles privées. Donc c'est un peu ça. Nous pensons que tout le monde doit chercher à mettre l'eau dans son vin. Tout le monde doit travailler pour que nous arrivions à réussir. Et aussi mon appel comme ça au chef de l'État qui peut faire de cette gratuité de l'enseignement une priorité des priorités. Parce qu'il peut se mobiliser et se dire voilà, pendant mon mandat, moi je n'aménagerai aucun effort que pour la réussite de cette gratuité de l'enseignement. Donc, on ne dit pas qu'il ferme les yeux à d'autres besoins, sinon qu'il soit insensible, mais peut-être pour l'enseignement primaire, il dit que moi, pendant mon mandat ici, je ne travaille que pour la gratuité de l'enseignement. Donc, comme ça, on retiendra que voilà, lors de son mandat, le président Félix Tshisekedi a eu à matérialiser cette gratuité de l'enseignement. Donc, il est le parrain de la gratuité de l'enseignement et comme ça, il va entrer dans l'histoire de notre pays. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de priorités, mais pour le moment, je pense que cette gratuité de l'enseignement doit être la priorité de toutes les priorités. Donc, l'État doit tout faire, surtout le président de la République, comme c'est lui qui se veut le parrain de cette gratuité de l'enseignement, lui qui se veut initiateur, disons, de cette mise en œuvre de mise en pratique de l'enseignement gratuit.
Donc, il n'a pas droit à l'erreur, il n'a pas droit à échouer parce qu'il sera redevable. Donc, en 2023, on dira que c'est le président qui nous a promis la gratuité de l'enseignement et voilà ce que nous avons. Donc, s'il arrive à réussir, je crois que ça peut même jouer pour sa réélection. Mais s'il n'arrive pas à réussir, même pas à totalité, mais s'il n'atteint pas 70 ou 80% de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, je pense que ça va vraiment jouer en sa défaveur. Donc, c'est ça encore, nous renouvelons notre appel, nous renouvelons notre vœu de voir cette gratuité de l'enseignement réussir. Donc, avec l'appui extérieur, déjà de 1 milliard, qui est un don non remboursable. Donc, la Banque mondiale, déjà l'année prochaine, va allouer 1 milliard de dollars pour soutenir cette gratuité de l'enseignement. Donc, avec ces appuis extérieurs et aussi ce que l'État va mobiliser, va allouer, va mettre en place pour cet enseignement gratuit, je m'excuse. Donc, la réussite sera en tout cas totale. Voici ce qu'on a eu à partager pour cette question de gratuité de l'enseignement. Alors, pour ce qui est des budgets, on disait, les premiers ministres avaient déjà présenté ces projets de budget au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il va rentrer incessamment pour aller présenter ses moyens de défense. Et nous croyons que les députés vont travailler à ce que ces budgets soient revus à la hausse. Parce que les gens se disent, 7 milliards, c'est vrai, c'est un pas, parce qu'on a eu des budgets de 4,5, de 5 milliards. Cette fois-ci, ça sera 7 milliards. Bon, c'est pas vraiment mal, mais nous pensons que pour les grands pays comme la RDC, nous méritons en tout cas plus. Alors, je pense que les députés vont travailler en sorte que ces budgets soient revus à la hausse. Peut-être à 10 milliards, pourquoi pas, à 15 milliards. Bon, ça peut-être on demande trop. On ne demande pas trop parce que lors du régime passé, je crois, les conseillers de l'ancien chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption faisaient état d'au moins 15 milliards qui se volatilisaient chaque année. Voilà cette somme d'argent qui n'entrait pas dans les trésors publics. Donc je pense qu'il suffit de boucher tous ces tuyaux. Je pense qu'il suffit d'être un peu rigoureux, d'être un peu trop regardant sur ce point-là. Donc la RDC est capable de mobiliser plus. Donc au-delà même de ce que le gouvernement est en train de prévoir ici. Donc cet aspect non seulement technique, donc je parle des budgets, qui n'est pas seulement un aspect technique, mais aussi il est une question politique, parce que si tout n'est pas mis en ordre, nous serons à mal de mobiliser tout le montant prévu pour l'exécution de ces budgets, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un budget de temps, mais ce qui compte le plus, c'est à quelle hauteur ce budget a été exécuté. Donc, je pense qu'il faudra mobiliser, je pense qu'il faudra avoir des ressources suffisantes pour que les dépenses reprises dans les budgets soient réalisées totalement, et aussi éviter à ce qu'il y ait des déficits. Parce que comme nous remarquons cette fois-là, on avait peut-être débloqué un tel montant pour la présidente de la République, mais les mois passés, ils étaient déjà plus de 255%. Donc ils sont au-delà du montant alloué pour le fonctionnement de cette institution. Et c'est comme ça dans tous les ministères, c'est comme ça même au niveau du Parlement. Donc je pense que si tout le monde travaille en sorte que nous respections nos dépenses, c'est que ce qui est prévu et que nous puissions nous limiter juste là, je pense que même si c'est un budget de 7 milliards, de 8 milliards, je crois que ça va répondre à pratiquement beaucoup de besoins de la vie nationale. Donc, pour ce qui est de l'éducation, de la santé, des infrastructures, pour ce qui est de l'agriculture, pour ce qui est de l'énergie, je crois. Donc, même avec 7, 8, 9, 10 milliards de dollars, s'il y a du sérieux, s'il y a une bonne gouvernance, s'il y a la lutte contre les antivaleurs, s'il n'y a pas de paradis fiscaux, s'il n'y a pas tous ces détournements ici et là, donc je pense que nous serons en mesure de réaliser des très bonnes choses et que tous les domaines de la vie nationale sera satisfait quant à ça. Donc
nous en appelons comme ça aux députés nationaux à apporter aussi leur expertise, pas seulement aller de blocage à blocage, mais peut-être faire des suggestions. Voilà, nous pensons que 7 milliards CP, voilà ce que nous suggérons. Nous pensons que si le gouvernement fait ça, on peut atteindre ces montants. Donc, c'est ce que nous attendons de nos députés. Je crois que ça sera déjà la semaine prochaine où le Premier ministre Ilunga Ilunkamba va s'y rendre pour peut-être défendre pour la dernière fois ces projets de budget pour l'exercice 2020. Donc voilà ce qu'on avait prévu pour notre magazine d'aujourd'hui. Donc nous sommes revenus sur la création du cardinal Fridolin Ambongo au niveau des Vatican. Nous avons parlé de ces montants alloués par la Banque mondiale, donc 1 milliard de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Et aussi nous avons parlé de cette même question qui divise notre société, cette question qui taraude les esprits. Il y a des ceux qui ne jouent que sur les chairs, qui pensent que voilà, qui tiennent mort du cul à sa réussite. Donc nous avons essayé d'analyser pour dire que voilà, si on fait des réformes, si on fait beaucoup d'efforts avec l'appui extérieur, c'est que nous mobilisons à l'intérieur, nous serons en mesure de réussir l'effectivité ou sinon l'intégralité de cet enseignement gratuit. Et aussi, on a donné notre point de vue par rapport à la projection du budget pour l'exercice 2020. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous, pour ces magazines d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Je crois que vous étiez nombreux à nous suivre. Et nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre attachement à votre magazine Congo Politique. Donc, si vous avez aimé cette émission, dites merci à l'ingénieur Raf Ngindu qui a été à la régie, à la réalisation de ces magazines, et aussi à tous nos partenaires, à tous nos assistants, les héros de l'ombre qui nous soutiennent toujours. Et nous pensons aussi comme ça, nous pensons à l'établissement en rang propre de Naomi Sedikikwa qui est à Kinshasa pour le nettoyage des bâtiments ainsi que des bureaux. Donc voilà ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Alors nous vous disons déjà au revoir, bon week-end, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les Congolais de partout où vous êtes, en Europe, ici aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, en Asie, partout. En tout cas, nous vous saluons, portez-vous bien. Le prochain rendez-vous, c'est le samedi prochain pour les nouveaux magazines Congo Politique. Alors, vous voulez participer, n'hésitez pas, notre numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, appelez-nous, écrivez-nous. En tout cas, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Au revoir, bye et à la prochaine. Merci. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL salamu mbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turo yo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici Yango, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme Yango sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution
emonani ye.